On va maintenant faire le 5e dossier avec cette patiente conductrice d'autobus qui a une céphalée intense et pulsatile. Et la première question qui est posée, c'est est-ce que compte tenu de ce qui s'est passé chez cette patiente avec un trouble du langage, on peut envisager quand même un diagnostic de crise migraineuse? Et la réponse est oui. Pourquoi? Parce que vous avez une femme jeune qui fait un épisode d'aphasie qui est peu prolongé, puisque ça dure moins d'une heure, et que vous savez que l'aphasie est une des manifestations fréquentes des auras migraineuses, qui ensuite va être suivie d'une céphalée pulsatile. Donc ça fait tout à fait crise de migraine avec aura. Je vous rappelle que les auras migraineuses les plus fréquentes, elles sont au nombre de 3. Les manifestations les plus fréquentes des auras migraineuses, c'est au niveau ophtalmique, dans une topographie latérale homonyme, des scotomes, donc des petits trous noirs, éventuellement des flashs lumineux, avec des formes souvent de fortification, ou parfois même, et ça peut suivre tout ça, une hémianopsie latérale homonyme, c'est-à-dire tout un hémichamp visuel qu'on ne voit plus. Donc ça, c'est l'aura ophtalmique qui est la plus fréquente. Vous avez deuxièmement en fréquence l'aura sensitive, avec des patients qui décrivent des fourmillements qui souvent suivent une progression. Par exemple, ils commencent souvent au niveau de la main, puis au bout de quelques minutes, ils gagnent le bras, et puis au bout de quelques minutes, le visage. Et vous savez que cette progression correspond à ce qu'on appelle la marche migraineuse, qui prend plusieurs minutes, par opposition à la marche épileptique, de la crise comiciale sensitive, crise comiciale partielle sensitive de type Bravais-Jacksonienne, qui, elle, va progresser en quelques secondes, parce que ce n'est pas du tout le même mécanisme. Dans la crise d'épilepsie, c'est une propagation de la décharge épileptique de proche en proche le long de l'homoculus, donc ça prend quelques secondes pour aller du bras au visage, de la main au visage, tandis que dans la marche migraineuse, c'est un tout autre mécanisme qu'on ne comprend pas très bien d'ailleurs, et qui prend beaucoup plus de temps, et qui va faire que la progression va se faire non pas sur quelques secondes, mais sur quelques minutes. Donc, deuxième aura en fréquence, c'est l'aura sensitive. Et la troisième en fréquence, c'est justement l'aphasie. Mais les deux conditions pour retenir une aphasie comme faisant partie d'une aura migraineuse, c'est qu'elle ne dure pas trop longtemps, moins d'une heure, et surtout qu'elle n'est jamais associée à des troubles de la compréhension. C'est toujours une aphasie avec trouble de l'expression, mais le patient comprend tout à fait ce qu'on lui dit. Ce n'est pas comme les aphasies de Wernicke où les patients ne comprennent plus ce qu'on leur dit. Alors, deuxième question, ceci dit, ce n'est pas parce que ça peut correspondre à une crise migraineuse qu'on est d'emblée sûr du diagnostic. Et les diagnostics différentiels qu'il va falloir éliminer, c'est quoi? C'est évidemment un accident ischémique transitoire du territoire sylvien superficiel, bien sûr, gauche. Et puis, deuxièmement, une crise comiciale partielle qui peut aussi se traduire par des troubles du langage. Ça, ce sont donc les deux grands diagnostics qu'il fallait évoquer en plus. Par ailleurs, la crise comiciale, elle peut être révélatrice d'une malformation artério-veineuse. C'est un des modes de révélation possibles à cet âge-là, puisque cette femme est jeune. Et puis, il faut aussi également penser, devant ce tableau-là, céphalée aiguë, à une hémorragie méningée, les troubles du langage étant consécutifs à un spasme artériel. Mais quand même, il y a peu de chances dans ces cas-là que les symptômes régressent spontanément. Donc là, on est quand même, c'est un diagnostic qui est peu probable par rapport à crise comiciale, AIT et migraine avec aura. Ce sont les trois grands diagnostics des déficits neurologiques centraux transitoires. Alors, troisième question, demandez-vous un bilan paraclinique? Alors, dans cette situation, on va quand même faire une imagerie cérébrale et de préférence une IRM. L'IRM permettant, avec les séquences en diffusion, d'éliminer un accident ischémique constitué, d'éliminer également une malformation artério-veineuse, grâce à l'angio-IRM, et d'éliminer une hémorragie méningée, sachant que vous savez que pour mettre en évidence le sang frais en IRM, il faut des séquences spéciales, en particulier la séquence FLAIR et surtout la séquence T2 étoile, qui est la meilleure séquence IRM pour mettre en évidence le sang frais. Donc quand vous suspectez une hémorragie cérébrale ou méningée, il faut toujours penser à demander une séquence T2 étoile. Question numéro 4, les examens confirment votre premier diagnostic, donc crise migraineuse avec aura, on n'a rien vu en gros à l'IRM. Quel traitement proposer à cette patiente? Traitement des crises. Alors, là, il y avait encore des pièges qu'il fallait absolument avoir en tête, c'est que parmi les traitements de crise, vous savez que les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être utilisés, mais ici, ils étaient strictement
contre-indiqué à cause des antécédents d'œsophagite peptique. Donc il y a un risque ici. Les AINS et l'aspirine sont contre-indiqués chez cette patiente. Donc le choix se porte soit vers le paracétamol, 1 gramme dès le début de la crise, le plus vite possible, donc dès qu'il y a l'aura. Là, on a le droit de prescrire du paracétamol au moment de l'aura migraineuse. Le deuxième traitement, si échec du paracétamol, c'est un triptan, triptan qui se donne péros, mais attention à prendre dès le début de la céphalée et non pas dès le début de la crise, c'est-à-dire pas le début de l'aura, parce que c'est un médicament qui a un effet vasoconstricteur et donc il y a un risque ischémique, d'accident ischémique, si on le prend au moment de l'aura elle-même. Donc en gros, c'est paracétamol, AINS ou aspirine, mais ici c'est contre-indiqué, et si l'un ou l'autre ne marche pas, on passe au triptan, donc il existe plusieurs formes, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents triptans n'ont pas tous la même efficacité d'un patient à l'autre, donc on en essaye un, s'il ne marche pas, on essaye un autre, etc. Sachant qu'il faut faire attention aux contre-indications, en particulier l'insuffisance coronarienne chez ces patients, parce qu'il y a ce risque vasoconstricteur du triptan qui le contre-indique dans cette situation. Question numéro 5. La patiente fait environ 2 crises par semaine, avec un retentissement important sur son travail. Question, est-ce que vous proposez un traitement de fond? La réponse est oui. À partir du moment où ça devient très fréquent et invalidant, il faut proposer un traitement de fond qui va être prescrit en monothérapie pendant une période test minimum de 3 mois, avec une posologie adaptée à l'efficacité et à la tolérance. Et puis si ça marche, à ce moment-là, on poursuit le traitement pendant environ 6 mois et on essaye de l'arrêter progressivement si les crises restent suffisamment espacées. On ne maintient pas un traitement comme ça à vie, on essaye, une fois qu'on a calmé en gros les crises, de diminuer le traitement. Alors, ici, les antécédents du patient faisaient que certains médicaments étaient contre-indiqués. Lesquels? Les bêta-bloquants à cause de son asthme, donc on ne peut pas lui prescrire les bêta-bloquants. En gros, les 2 médicaments qu'on a le plus tendance à prescrire dans ces cas-là, comme traitement de fond, c'est bêta-bloquant et le laroxyle. Or ici, le bêta-bloquant est contre-indiqué à cause de l'asthme, et le laroxyle, il n'est pas recommandé parce qu'il a un effet sédatif, et que cette patiente, elle est conductrice d'autobus, donc il ne faut absolument pas lui donner un médicament qui peut avoir un effet sédatif. C'est également le cas des antisérotoninergiques que sont donc le pisotifène ou l'oxétorone, qui sont 2 médicaments, 100 mg ou nosertone, qu'on peut donner dans ces situations en traitement de fond, mais qui ici sont contre-indiqués à cause de la somnolence, qui est incompatible avec la conduite d'un autobus. Le laroxyle, on en a déjà parlé. Et puis il y a un autre médicament qui peut aussi avoir cet effet-là, c'est l'épitomax, qui est un antiépileptique, mais qui a aussi donc qui a à la fois un traitement de fond de la migraine, mais qui peut aussi avoir cet effet de somnolence, donc il n'est pas recommandé ici. Autre possibilité, la dihydroergotamine péros, là il n'y a pas de risque de somnolence, donc ça c'était une des possibilités chez cette patiente. Le sibélium, qui est un inhibiteur calcique, et puis le Vidora, qui est un alpha-bloquant, qui peut aussi avoir une efficacité. Donc on va se tourner plutôt vers ces médicaments-là chez cette patiente, sachant que les autres médicaments, à cause de leur effet sédatif, vont être évités. Le laroxyle, l'épitomax, j'ai oublié de parler de la dépakine aussi, qu'on prescrit beaucoup aux États-Unis dans le traitement de fond de la migraine, moins en France, je ne sais pas pourquoi, mais qui est un des traitements de fond possibles, mais là encore, avec ce risque sédatif qui, chez une conductrice d'autobus, n'est pas vraiment recommandé. Enfin, parmi les antimigraineux, traitements de fond antimigraineux, il y a le dézernil, le métisergide, mais vous savez que c'est un médicament qu'on ne recommande pas en premier choix à cause de son risque en cas d'utilisation continue de fibrose rétropéritonéale avec insuffisance rénale potentielle. Donc c'est un médicament dont l'utilisation implique des fenêtres thérapeutiques systématiques et puis une surveillance également. Donc on ne le choisit pas comme ça en premier choix. Voilà, c'est fini.